Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier Je ne peux plus construire comme avant. On a le plaisir de vous recevoir ce matin. Je suis en compagnie de Luc Berthoud, vice-président du territoire Chambéry-Grand Lac Économie, Stéphanie Stoller de l'agence Barthes et Patriarche Architectes, Lucie Joannard de l'agence Civile Architecture et moi-même Achille Bourdon. Bonjour, enchanté. Nous sommes donc réunis pour parler du livre blanc qui a été une démarche initiée par Chambéry Grand Lac Économie et que nous avons eu la chance d'accompagner, que nous accompagnons encore, qui vise à construire un outil qui est en fait conçu comme le marqueur d'une volonté du territoire d'engager un changement de vision dans le contexte de transition, de manière à porter un regard conscient et choisi sur l'avenir du développement économique du territoire et de ses incidences, de ses outils, de ses ressources foncières. Donc on va vous présenter aujourd'hui cette démarche qui se traduira dans un document qui sera disponible à horizon de la fin d'année, qui est d'ores et déjà précommandable sur le stand de Chambéry Grand Lac Économie en réservation et on va vous présenter aujourd'hui un peu déjà la démarche initiée par le territoire et puis les grands enjeux de cette densification, de cette vision qui cherche à construire un avenir possible pour le développement économique sur le territoire. Donc ce nouveau récit, ces nouvelles intentions et le constat va être un peu étayé, étoffé, mais sans plus attendre et pour privilégier la parole de Chambéry Grand Lac Économie pour expliciter la volonté qui sous-tend cette démarche et les ressources mises à disposition et l'ambition de ce document. Je passe la parole à Luc Berthoud qui va donc vous présenter un peu ces ambitions-là. Merci, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Effectivement, on va faire des constats partagés au moins dans ce préambule en disant qu'on doit faire face à plusieurs enjeux Chambéry Grand Lac est là en accompagnement, Chambéry Grand Lac Économie, et je dois excuser sa présidente Marie-Pierre Montreux-Sadou. Et je remercie l'ensemble de l'équipe qui est présente ici, puisque au quotidien, Chambéry Grand Lac Économie est là pour participer à la création d'entreprises en accompagnant des hommes et des femmes qui veulent produire, créer de l'emploi sur ce territoire. Et puis aussi, bien sûr, on est là pour aménager des parcs d'activités. Et dans les défis environnementaux, sociétaux auxquels on est confronté, élus comme chefs d'entreprise et tous les organismes associés, on a plusieurs défis. Celui du recrutement, celui des mobilités, celui du logement et puis celui du foncier. Foncier qu'on partage, puisqu'on est au cœur d'un équilibre entre les espaces naturels, l'agriculture, le logement et bien sûr les secteurs économiques. Et on a la chance d'avoir un territoire attractif, mais qui se retrouve entre lac et montagne avec des terrains assez contraints. Et donc il est rare, il est cher, et il nous faut... Alors, je ne peux plus construire comme avant. Moi, j'ai tendance à dire que déjà, on s'était dit qu'on ne voulait plus construire comme avant depuis plusieurs années. On ne part pas de rien. Et on le voit bien sur nos parcs d'activités, qu'il y a vraiment une progression entre ce qu'on a pu faire il y a des décennies en arrière et ce qui se fait. Et même en termes d'horizon plus proche, en une décennie, les choses ont beaucoup changé. On pourrait l'observer sur Savoie Technolac, par exemple, entre la ZAC 1 et la ZAC 2, où les espaces ne sont plus du tout définis de la même façon, où il y a une densification, et puis on essaye de plus raisonner parcelle par parcelle, mais une urbanisation par îlot, de façon à ce qu'on puisse mutualiser, notamment tout ce qui est la voirie et les stationnements, puisque ça a été un défaut du passé où on pouvait tartiner de poches de parking. Ben là, on sait que maintenant, on va vers des parkings en silo et que ça va être demain la norme. Et puis des parkings silos qui seront réversibles pour le jour où. Et donc, avec déjà ce qu'on faisait sur le territoire, et puis pour être dans un partage
avec le monde économique. On a voulu un petit peu codifier tout ça grâce aux différents intervenants, de façon à ce que chacun ait un guide pratique des bonnes idées à mettre en œuvre. Et quelque chose qui soit assez simple, très illustré, et qui balaie l'ensemble des enjeux auxquels nous sommes confrontés, les enjeux environnementaux. Voilà, on sait que maintenant, il faut qu'il y ait le maximum de bassins de rétention, de noues paysagères, qu'il y ait des infiltrations. Je vous l'ai dit après, sur les zones existantes, eh ben, qu'on fasse modifier nos règles de plans locaux d'urbanisme intercommunaux de façon à ce qu'on puisse densifier et qu'on revienne sur ce qu'on a fait par le passé en rajoutant 1 ou 2 étages quand les structures le permettent. Et puis aussi d'être dans l'accueil encore et toujours des sociétés, des activités qui ont été créées sur notre territoire et leur permettre de continuer à se développer sur notre territoire en leur disant « Vous avez été créé et sémé sur tel et tel parc d'activités et maintenant il faut aller sur un autre territoire pour aller chercher un développement supplémentaire. » Ce n'est pas le discours qu'on veut avoir, notamment avec des entreprises de tout type d'activités, mais on en a qui sont spécialisées. Là aussi, ça a été une des premières réponses, c'est que nos parcs d'activités, on a cherché à leur donner des spécialités, type Savoie Hexapole avec la montagne, l'outdoor, le loisir, Savoie Technolac, les réseaux numériques et les énergies renouvelables, de façon à ce qu'on évite des concurrences un peu stériles entre nous. Et on a fait ça aussi au niveau des prix, d'harmoniser, d'uniformiser, pour que ce soit une réponse globale du territoire aux chefs d'entreprise qui sont déjà installés ou ceux qui voudraient créer une activité. Donc, je reviens sur le thème, c'est pas « je ne peux plus construire ». Effectivement, nous ne pouvons plus, mais auparavant, c'est déjà « nous ne voulions plus construire comme avant ». Oui, merci beaucoup, rien de tel que repositionner cette parole en introduction pour revenir plus explicitement sur les contextes qui installent une certaine pression sur l'immobilier productif que l'on pourrait redéfinir brièvement, mais tout le monde en a bien conscience. Il s'agit de l'immobilier qui s'adresse aux entreprises qui ont des besoins à caractère industriel, artisanal, sur les services, qui ont des besoins de déployer des immobiliers qui auparavant avaient été logés dans les parcs d'activité sur des formats un peu horizontaux et qui avaient installé une forme de consommation foncière qui ne peut plus rentrer dans le cadre actuel. Parce que je ne peux plus construire comme avant. C'est en effet l'idée qu'il y a un changement de modèle nécessaire. La loi ZAN fixe un objectif de réduction de l'artificialisation de 50% à horizon 2030 et d'un arrêt complet à horizon 2050. C'est un contexte qui vient installer sur le territoire de la métropole, Savoie, une vraie pression. C'est un chiffre qui doit être mis en vis-à-vis d'un développement économique qui se traduit par un développement démographique qui, dans les projections du SCOT, se traduit par la création de 38 000 emplois qui doit accompagner le développement de la métropole à horizon 2040 et dont une grande partie de ces emplois doivent trouver 16 000 parmi ces 38 000 estimés doivent trouver leur place dans les 1540 hectares de surface disponibles pour le développement économique, les parcs d'activité économique actuels sur le territoire. Le Chambéry Grand Lac Économie a bien conscience de ça et la géographie concrétise l'attention sur le foncier. C'est donc par un effet de ratio, en réalité, une détermination dans ce contexte de sobriété foncière, dans ce contexte d'attitude de sobriété environnementale qui est soutenue sur le territoire.
c'est l'ambition de venir malgré tout trouver les solutions à cette équation qui pose une ambition par ratio de 600 mètres carrés nécessaires à trouver sur chacun des hectares actuellement affectés au parc d'activité économique, et 600 mètres carrés moyens, hein, donc, qui doivent trouver la place soit par des stratégies de répartition, on va le voir et le développer aujourd'hui dans l'existant, par des extensions, par des petits gestes où chaque parcelle prend sa part, si on veut dire ainsi, soit par véritablement des actions plus marquées qui visent à intensifier sur la base de l'existant. Donc il y a une véritable volonté de voir accomplir une transition, et une transition qui a été initiée, bien entendu, Luc Berthoud le rappelait, de longue date par le territoire et l'initiative des villages d'entreprise, l'initiative de certains modèles. Et on va voir en fin de cet atelier des illustrations assez concrètes sur des démarches déjà en cours, et que le territoire s'est appuyé. Donc sur cette nouvelle stratégie de réconciliation entre des objectifs de réduction de foncier, de tarissement du foncier nu, et en fait de besoin d'extension des mètres carrés pour accueillir le développement économique, on va pouvoir ici approfondir quels sont les leviers qui permettent de soutenir cette ambition, puisque plus de foncier, plein de foncier, si on peut dire dans une formule un peu simple, sauf que le foncier, c'est l'existant. On a dit un peu évoqué les parkings, on a évoqué les parcelles. Il n'y aura certainement plus beaucoup, ou peut-être plus du tout bientôt, de foncier nu disponible pour le développement économique. Et la sphère économique, les entrepreneurs doivent trouver et accompagner des solutions rénovées vers un nouveau récit qui positive et dénoue la situation de manière très quelque part ambitieuse, et nous allons le développer tout de suite. Donc, Lucie Joinard, chargée de projet à l'Agence Civile Architecture, qui a donc accompagné le territoire pour la création de ce livre, ce livre blanc, et qui va nous expliquer quels sont les leviers identifiés dans ce dialogue avec le territoire, et qui seront restitués dans le livre blanc, ce document qui marque d'une pierre cette volonté de changer de modèle. Oui, alors dans ce livre blanc, le travail qu'on a cherché à mener, c'est d'abord de resituer des nouvelles situations de projet. Donc si demain le foncier nu n'est plus disponible, quel est le gisement foncier, quelles sont les nouvelles situations de projet? Et on a identifié 3 leviers principaux, 3 gisements possibles ou 3 manières d'intervenir, 3 nouvelles logiques. La première, c'est re-questionner de manière assez systématique les nappes de stationnement. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple des zones commerciales, on a des surfaces qui se comptent en hectares de parking. Quand on sait qu'on peut faire un parking silo et diviser par 4, par exemple, la surface de ces emprises-là, on a là un premier gisement foncier très important. Ensuite, les autres gisements, ça va être effectivement, le disait Achille, sur les zones d'activité, sur les parcs d'activité existants. On sait que la forme urbaine actuelle, les conventions de ces immobiliers-là sont plutôt des références horizontales, des rez-de-chaussée, des immobiliers, des bâtiments qui sont au milieu de parcelles avec beaucoup d'espaces vides autour. Donc on voit bien là qu'il y a on pourrait faire différemment, on pourrait faire plus dense, mais on est face à une question, c'est comment on fait pour intervenir sur ce foncier, qui est un foncier privé, sur lequel des entreprises travaillent et dont les entreprises ont besoin. Et donc pour ça, on a identifié 2 autres leviers. Le premier, c'est prendre en considération que parfois une entreprise déménage, libère un foncier, et que c'est pile à ce moment-là peut-être qu'il faut intervenir, faire un projet, développer des nouveaux mètres carrés, proposer dans une même surface plus de mètres carrés avant de restituer une nouvelle opération au marché, par exemple. Et le dernier levier, c'est celui qu'on va développer le plus aujourd'hui, qui s'adresse directement aux entreprises. Et le message qu'on souhaiterait passer, c'est si une entreprise a des besoins de développement, peut-être que la première chose à faire, c'est de voir si elle peut y répondre directement sur le foncier qu'elle occupe déjà. Donc, est-ce qu'elle peut développer des nouveaux mètres carrés
pour accroître son activité sans déménager? C'est un peu la question que l'on pose aujourd'hui. Pour ça, on identifie 3 stratégies. La première, c'est de surélever, rajouter un étage. La seconde, étendre, créer une extension. Et la troisième, un peu différente, qui est une stratégie de réhabilitation et qui là est plutôt un cas où une entreprise aurait déjà acheté un foncier, par exemple, ne l'occuperait pas encore et pourrait accroître sa capacité en mètres carrés, ou bien acheter un foncier déjà bâti qui ne correspond pas tout à fait encore à ses attentes et à ses besoins, mais qui pourrait être transformé pour devenir sur mesure pour elle. Alors, je vais développer un petit peu ces 3 stratégies. La première, la surélévation, on vous a mis un exemple qui est assez explicite, qui est une entreprise qui s'appelle Yannet, à côté de Nantes. Et cette entreprise, comme beaucoup, a eu à un moment dans sa vie besoin de plus de mètres carrés d'atelier. Et donc, elle a commencé à chercher un nouveau foncier. Et puis, ne trouvant pas, on lui a conseillé, alors pas à nous personnellement, mais on lui a conseillé d'explorer ce qu'elle pouvait faire sur son bâti existant. Et en l'occurrence, elle avait des bureaux à rez-de-chaussée. Et donc le conseil de cette entreprise leur a dit « Mais vous pouvez tout à fait récupérer les bureaux que vous avez aujourd'hui à rez-de-chaussée pour étendre votre atelier, comme vous n'avez pas des besoins immenses en l'occurrence, et restituer les mètres carrés de bureaux qu'il vous faut sur le toit. » Et donc on voit cette extension ici en bois qui a permis à l'entreprise de répondre à ces nouveaux besoins sans déménager. Et il s'avère que l'entreprise était très satisfaite de ça. Alors, est-ce qu'on peut surélever partout? Évidemment non, il y a des choses à vérifier avant. La première, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en étage et qu'est-ce qu'on veut mettre au-dessus de la structure existante. Une structure, par définition, si elle est existante, elle est prévue pour une certaine charge et elle ne pourra pas forcément supporter des nouvelles charges lourdes. Et donc, les usages d'ateliers, de machines, de stockage vont pas pouvoir être mis en étage. Donc, la première question, c'est est-ce que cette surélévation est plutôt destinée à du bureau ou à des usages légers? La deuxième question à se poser, c'est quelle est la nature de la structure, évidemment, du bâtiment? Si j'ai une structure en béton, ce sera beaucoup plus facile qu'une structure en métal qui a beaucoup moins de capacité à porter. Troisième vérification, la vérification réglementaire. Vérifier au plan local d'urbanisme que c'est possible, puisque, vous le savez, le plan local d'urbanisme définit une hauteur maximale pour les bâtiments. Et donc, il faut vérifier qu'une fois qu'on a rajouté cet étage, on est toujours dans les clous de la réglementation. Si vous êtes une entreprise et que vous avez fait construire il y a quelques années votre bâtiment, vous avez peut-être une référence de hauteur en tête. Sachez que cette référence peut avoir changé. Les règles d'urbanisme se sont quand même considérablement assouplies sur les zones d'activité et dans les parcs d'activité ces dernières années, justement pour permettre ce type d'opération. Et puis, dernière vérification importante, en Savoie, vous êtes en zone sismique à risque modéré, mais risque sismique quand même. Et donc, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent sur les surélévations et qui peuvent les contraindre. Voilà un peu le paysage des contraintes pour vérifier la possibilité de surélever. La possibilité d'étendre, deuxième stratégie. Donc là, un exemple entre Dax et Bordeaux, un hangar agricole qui a été étendu avec ce petit bâtiment en bois qui constitue aujourd'hui les bureaux de cette entreprise agricole. Et donc vous voyez aussi le style architectural, la qualité architecturale de ce projet, ce qu'on peut faire et comment on peut rénover aussi l'image de son immobilier avec, ne serait-ce qu'avec une extension. Étendre, c'est quelque chose qui paraît souvent impossible dans les zones d'activité, dans les parcs d'activité, parce qu'effectivement, toute la surface au sol est déjà utilisée. On le sait quand on regarde et quand on discute, nous, avec les entreprises, il n'y a pas forcément de surface perdue. En revanche, on estime qu'il y a des leviers pour optimiser quand même ces usages, les condenser et libérer de l'espace au sol. Donc ces leviers,
Alors, tout ne s'affiche pas sur cette diapo. Ah oui, si, voilà. Le premier levier, c'est le stationnement. Si vous êtes une entreprise, vous avez probablement quelques places de parking ou beaucoup de places de parking sur votre foncier. Sachez que le territoire de Grand Lac et de Grand Chambéry compte développer les parkings mutualisés et que peut-être arriveront à proximité de votre foncier un parking que vous pourrez utiliser pour libérer du coup du foncier sur votre parcelle. C'est une première stratégie. La seconde, vous le voyez au centre, c'est mettre le stationnement sur 2 niveaux. Il existe aujourd'hui des plateformes métalliques que vous pouvez disposer sur votre stationnement et donc diviser son emprise par 2, ce qui n'est pas forcément négligeable si vous avez beaucoup de stationnement et qui vous permettrait de libérer de l'emprise au sol. Et puis, troisième scénario, qui est peut-être un peu plus rare, mais qui mérite d'être souligné, c'est mettre le stationnement sur le toit, selon le type de bâti que vous avez, ou même si vous imaginez pouvoir faire une extension suffisamment grande, vous pouvez imaginer que sur cette extension, vous placez une partie de votre stationnement. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est la question des livraisons. Faire venir un camion sur sa parcelle, c'est pas anodin. Un camion, ça prend de la place. Et surtout, quand il manœuvre, ça prend énormément de place. Donc, c'est une question importante à se poser. Est-ce que la manœuvre du véhicule est optimisée? Est-ce que je peux l'optimiser? Imaginez une autre manière de faire pour gagner de la place. Donc, on a en général ce type de situation, un hangar, en recul par rapport à la voirie, avec une place pour un camion et un petit parking. Donc quelques éléments de réflexion. Est-ce qu'on peut imaginer venir faire un renfoncement? Alors c'est possible quand la parcelle est suffisamment large. C'est pas possible tout le temps. Mais est-ce que si je mutualise avec mon voisin, c'est pas déjà possible un peu plus souvent de venir mutualiser une cour de livraison? Et du coup, je retrouve, là, on voit en hachuré, de la surface pour étendre un petit peu, créer un nouvel espace d'atelier ou de bureau. Peut-être, c'est rare, mais ça arrive, j'ai la chance d'avoir une rue qui passe de part et d'autre de ma parcelle, et donc je pourrais très bien imaginer avoir une entrée, une sortie, et ne jamais faire demi-tour à mon camion, ne pas lui faire de manœuvre, il s'arrête, il décharge, il repart. Si vous êtes dans cette configuration-là, c'est quand même très rare et c'est très précieux. Et vous pouvez aussi également imaginer tout un tas de mutualisation du stationnement avec votre voisin et créer cet espace-là qui vous permet du coup d'étendre plus. Et puis il y a une solution qu'on n'a pas illustrée ici, mais qu'on peut rappeler, c'est aussi l'idée d'avoir une aire de livraison. Par exemple, si vous êtes livré beaucoup plus ponctuellement, une aire de livraison à l'entrée de la parcelle, peut-être mutualisée avec d'autres, et puis du coup ne pas faire rentrer totalement le camion sur la parcelle. Et troisième levier, optimiser les surfaces de stockage si vous en avez sur la parcelle. Donc verticaliser le stockage quand c'est possible, mais quand c'est pas possible selon ce que vous stockez, il y a aussi la possibilité de superposer avec autre chose. Et donc là, je reviens avec mon exemple de plateforme pour le stationnement, mais on peut imaginer construire au-dessus du stockage. Alors est-ce que c'est construire des bureaux? Peut-être, mais ça peut être aussi ce genre de solution du stationnement au-dessus du stockage pour optimiser l'espace. Donc quelques cas pratiques. Dans le livre blanc, vous aurez ce type d'illustration avec du coup des typologies qu'on identifie sur le territoire. Donc le hangar un peu classique dont on parlait, on voit ici ce que ça peut donner, de venir retravailler le stationnement, retravailler l'arrivée en poids lourd et construire sur la rue une extension de l'atelier et des bureaux en étage. Deuxième cas pratique, pour une entreprise de stockage, ça peut donner ce type d'ambiance urbaine où finalement au-dessus du stockage, on vient créer une plateforme de stationnement, peut-être pour l'entreprise, peut-être mutualisée à l'échelle de plusieurs îlots, peut-être couverte avec des panneaux photovoltaïques, et puis venir renouveler le bâti quand il est léger, quand il est finalement très horizontal. On peut imaginer venir lui substituer des modèles plus verticaux avec un étage, 2 étages,
d'ateliers, y compris on peut mettre des ateliers en étage, on peut les desservir par monte-charge, etc. On peut mettre du bureau également dans les étages. Et dernière stratégie, la réhabilitation. Là, en exemple, on vous a mis une de nos opérations en région parisienne. On a été contacté il y a plusieurs années par des garagistes. Et ces garagistes voulaient trouver un nouvel emplacement pour leur activité. Et il se trouve qu'ils ont acheté ce bâtiment industriel, donc des grandes halles industrielles adossées à un bâtiment de bureau, qui est beaucoup trop grand pour leur activité. Mais leur projet, c'est de réhabiliter entièrement le bâtiment, s'y installer et louer d'autres locaux à d'autres entreprises. Et donc ce bâtiment devient un hôtel industriel. Donc la réhabilitation, c'est un peu différent, mais ça peut répondre à des projets d'entreprise, des projets d'investissement. Ça peut aussi permettre, quand une entreprise veut déménager et qu'elle ne trouve pas exactement chaussure à son pied, de faire un projet sur mesure pour elle à partir d'un existant qu'on transforme. Et on trouve que c'était une stratégie intéressante à souligner aujourd'hui. Et sur une petite illustration, on a sur le territoire de Grand Chambéry et Grand Lac des zones industrielles avec des très très grands fonciers. Et sur ces très très grands fonciers, on remarque que souvent on a des cours véhicules immenses qui ne sont pas optimisés, on a des bâtiments qui sont parfois vieillissants, et que ces fonciers-là peuvent muter vers vraiment d'autres choses et avoir cette stratégie de réhabilitation, elle est intéressante dans ces cas-là. Par exemple, vous retrouvez ici la halle industrielle à laquelle on peut adjoindre un bâtiment à étage avec des ateliers desservis par monte-charge. On retrouve des bâtiments logistiques dans une forme un peu ancienne qui peuvent être substitués à des bâtiments logistiques verticaux. Il y a là tout un tas de possibilités pour répondre aux besoins d'entreprises qui auraient des besoins importants en termes de surface. Et je vais repasser la parole à Achille pour une petite immersion aux Pays-Bas. Alors, voilà, parce qu'on le comprend, donc le livre blanc, là, il en est présenté des extraits qui visent à mettre en avant des nouvelles situations de projet, des nouvelles références. Et il s'agit de se focaliser sur la question de la densification, mais le livre blanc déploie des considérations un peu plus larges. Mais on a voulu vous montrer que des projets sont tout à fait envisageables et nécessaires, puisqu'on l'a vu, les besoins en foncier sont importants et le foncier nu n'existe plus tant que ça. Et aux Pays-Bas, c'est vrai qu'il y a une illustration assez intéressante de ce qui est la condition des parcs d'activité. Construit sur polder, le foncier a depuis toujours été très précieux et la forme urbaine qui s'est construite naturellement, sédimentée par les différentes phases de développement et de palimpseste, puisque les entreprises se recouvrent, se déménagent et intensifient la zone au fur et à mesure. Et il en résulte un paysage qui est un parc d'activité qui est très intensifié, où chaque portion de parcelle a été valorisée, où la relation à l'espace public est plus directe, avec la possibilité de venir faire un vrai raid de trottoir, de positionner des bureaux en front et les ateliers en fond de cour, les bureaux en front de rue, les ateliers en fond de cour, avec parfois des éléments plus marquants aux angles des rues qui viennent monter pour déployer plus de surface et installer voilà, une séquence urbaine dans le parc d'activité avec une agilité à définir la limite entre l'espace public et la parcelle privée, en intégrant les stationnements dans le bâti, en intégrant les cours derrière des porches. Et donc on voit dans ce modèle hollandais, qui est une petite carte postale, une diversité de situations d'exemple où des rampes montent sur les toits, des vitrines trouvent leur place en raid de trottoir. Et les bâtiments existants, ici c'est le cas d'une réhabilitation, peuvent être étendus. Il s'agissait d'un hangar sur lequel on est venu
insérer des extensions sur élévation ponctuelles et la cour devient un lieu partagé avec les vélos, les camions, dans une forme d'intensification d'usage. Ces modèles et cette carte postale, elles montrent que d'une certaine manière un horizon est possible pour intensifier et amener un nouvel imaginaire, une nouvelle qualité à ces parcs d'activités existants qui doivent aussi renouveler leur image. Et c'est vrai que l'installation de nouveaux projets qui adressent des espaces de travail qui peuvent être qualitatifs. Alors dans le cas de la Hollande, c'est plutôt pas le cas, mais des espaces verts qui peuvent créer des aménités et requalifier, revaloriser les espaces de travail. Et l'espace public par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a tout un paysage d'intentions, de projets et modèles qui peuvent donner un résultat intéressant où le parc d'activités s'intensifie et devient un espace qui s'assimile mieux à un tissu urbain et où l'entreprise a toutes ses fonctionnalités mais restituée dans une forme plus compacte. Et cette intensification, voilà, elle est peut-être un challenge au sens où ce sont dans les micro-opérations que peut-être beaucoup de choses vont se passer, aussi dans une ambition renouvelée et plus marquée de verticalisation sur les opérations neuves, mais c'est dans ce mix de solutions, là une solution assez ambitieuse qui est présentée où un parc d'activités, une cité artisanale, un village d'artisans est rehaussé de bureaux avec un stationnement sur le toit. Mais c'est une carte postale qui montre aussi le caractère un peu enthousiasmant qui peut se profiler autour de ces nouveaux projets, de ces nouvelles références, et qui sont des clés de l'avenir du développement économique local, et qui doivent être installés comme un nouveau paysage à approprier par les acteurs. Et mais les acteurs y trouvent un avantage à densifier et à intensifier son foncier. Donc les entreprises ont tout intérêt pour renouveler et trouver des nouveaux locaux malgré la rareté du foncier et de l'offre qui se tend, et puis trouver des stratégies de déploiement peut-être en phasage au sein de leur immobilier pour, au lieu de déménager, venir étendre et construire au sein de leur parcelle les immobiliers permettant, enfin l'immobilier, son extension permettant de couvrir les besoins de développement, avec les avantages de réussir quand c'est possible une extension in situ. C'est évidemment le fait que pour les salariés qui sont présents dans l'entreprise, le fait de ne pas subir de déménagement et d'installer une continuité par rapport le positionnement du lieu de travail est intéressant. Et puis, bien entendu, le projet implique nécessairement un impact maîtrisé sur l'activité et donc rend a priori la transition et même le modèle d'extension, possiblement un modèle d'investissement à moindre impact pour l'entreprise, voire qui anticipe la capacité de développement. Et puis bien entendu, le patrimoine prend de la valeur. Il est évident que dans un contexte de rareté foncière, le patrimoine existant voit sa valeur renchérie, et le fait de se saisir des opportunités de projet présente évidemment tout un intérêt. Alors, c'est vrai que il faut bien rappeler, c'est présenté comme un nouveau paysage, un nouvel horizon de référence, mais en réalité, Chambéry Grand Lac Économie est bel et bien engagé de longue date dans ces défis de la verticalisation, de la rénovation des modèles et de l'intensification et une attention très grande portée à la question de l'immobilier productif en général. Donc, je ne peux plus construire comme avant. Luc Berthoud le rappelait, en fait, on l'avait déjà en tête, c'est-à-dire que là, il s'agit de l'installer comme une référence. Mais des acteurs du territoire sont déjà engagés dans ces projets de nouvelle génération qui font acte d'une transition nécessaire, d'une attention au carbone, d'une attention à la fonctionnalité et à l'intensification des immobiliers pour répondre pleinement aux besoins des entreprises. Et donc là, je vais passer la parole à l'agence Barthes Patriarche qui développe
voilà, des solutions spécifiques de longue date. Et donc, Stéphanie, je vous passe la parole pour présenter peut-être cette solution déjà engagée sur le territoire. Merci. Je vais vous présenter aujourd'hui 2 opérations, une qui a été déjà livrée et l'autre qui est en cours de développement. Les 2 sont situées sur notre beau bassin chambérien. Ça va me permettre d'également vous expliquer que, contrairement aux Pays-Bas, nous, on a la chance d'avoir un territoire où le grand paysage nous accompagne beaucoup à pouvoir monter un peu plus en densité au niveau des étages. Là, l'image que vous voyez, c'est le bâtiment Supernova qui est basé à Technolac, que beaucoup d'entre vous connaissent. En fait, il a un étage de plus de tous les bâtiments qui sont autour de Technolac et 2 voire 3 niveaux de plus que les bâtiments qui ont été réalisés dans la première zone de Technolac, la ZAC 1, il y a maintenant 30 ans, 40 ans 40 ans. Et grâce à l'accompagnement de notre grand paysage situé sur la Combe de Savoie, entre le massif des Bauges et l'Épine, on se rend compte qu'ici, on a vraiment la possibilité de monter en étage sans que ce soit marqué pour les gens, parce que c'est souvent quelque chose qui stresse. La densité, le fait d'avoir des étages élevés. Mais en fait, aujourd'hui, chez nous, on peut profiter de nos vues pour pouvoir densifier beaucoup plus facilement qu'ailleurs et aux Pays-Bas, je pense, ensemble. Le bâtiment Supernova, pour vous expliquer un peu le contexte d'origine, c'est le lien qui va permettre de faire la transition entre la ZAC 2 et la ZAC 3 de Technolac, où on va passer d'une partie qui est très tertiaire à une partie qui est plus d'exploitation et d'industrie. Et de production sur la ZAC 3. Donc du coup, on a essayé de créer un bâtiment mixte qui soit en termes d'usage, avec des ateliers aujourd'hui au rez-de-chaussée, un centre de formation, un espace de coworking, des bureaux classiques et un restaurant au dernier étage. On a mutualisé un maximum d'espace pour permettre aux gens justement de se concentrer, d'avoir en charge que leur immobilier propre en termes de surface utile, parce qu'on a beau se dire, nous on est des architectes, le territoire est là, mais on crée des bâtiments pour qu'ils soient des lieux de vie, pour que nos clients se sentent bien dedans et qu'on parle à des entreprises qui ont tout un modèle économique. Donc il ne faut pas qu'on crée des bâtiments en termes d'utopie, mais par contre, derrière où les gens se sentent bien et ont des possibilités de s'agrandir au fur et à mesure de leur développement. Le temps d'immobilier, nous, pour sortir une opération immobilière, il nous faut en moyenne 5 ans. Ce n'est pas le temps des collectivités et c'est non plus pas le temps des entreprises. Bar Patriarche, sur ces 5 dernières années, on est passé de 200 à 600 salariés. Sauf que ce n'est pas le temps de sortir une opération, donc il faut bien trouver des solutions pour pouvoir accompagner également nos clients à des différentes mutations que peuvent être nécessaires pour leurs entreprises. Sur Supernova, en complément des espaces communs, on a également mis en œuvre des terrasses à tous les étages qui sont communes, qu'on a souhaité meubler pour pouvoir créer aussi des espaces secondaires à tout le monde. Donc aujourd'hui, quand il fait beau, les gens viennent sur ces espaces pour pouvoir passer leur coup de fil, faire des réunions, déjeuner le midi, se rencontrer entre eux. On a souhaité également renforcer les dalles pour pouvoir se dire que si demain, les ateliers, finalement, il n'y en a pas assez au rez-de-chaussée, on a besoin de faire de la production à l'étage. On peut également transformer les espaces de bureau en espaces d'ateliers. On a prévu à l'intérieur des ascenseurs grande surface qui permettent de rentrer des transpalettes. On a des escaliers à largeur. C'est pas très beau, mais ça se dit, qui ont été traités avec du carrelage, de l'éclairage naturel, pour qu'il y ait un vrai confort en fait des gens qui utilisent le bâtiment. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour la zone atelier au rez-de-chaussée, l'espace de livraison et de desserte se fait sur la voirie centrale que vous avez entre les 2 bâtiments, là, ce qui permet en fait de ne pas gêner la circulation, de forcer les gens à arriver, décharger et repartir tout de suite, parce que sinon ils bloquaient la voie, et du coup d'avoir une vraie fluidité et un esthétisme qui permet de ne pas avoir un visuel d'atelier comme on a pu le voir dans les autres années sur d'autres zones. Et après, en termes de flexibilité à l'intérieur, l'ensemble des surfaces est divisible sur des multiples de 85 mètres carrés.
On sait aujourd'hui que nos besoins évoluent dans un sens comme de l'autre. Donc du coup, là, on peut rajouter des modules de 85 mètres carrés bâti par bâti. On a une aile qui a été vendue à la découpe, une autre aile qui a été vendue à un investisseur et qui loue des plateaux complets, ce qui permet en fait de réguler en fait les besoins du territoire. Et l'espace de coworking propose en fait, outre des animations pour l'ensemble du bâtiment et une partie de la zone de Technolac, mais également la mise à disposition de salles de réunion. On sait aujourd'hui que dans les espaces de travail, les salles de réunion, c'est ce qui est le moins utilisé. Par contre, ça prend beaucoup de surface. Donc autant avoir des espaces dédiés en fait, qu'on prend au cas par cas, au fur et à mesure des besoins, et qu'on mutualise entre entreprises, plutôt que de rester sur notre parti pris très franco-français, de se dire ce qui est à moi et à moi, je ne partage pas. Mais sauf que ça coûte très cher, et je pense que nos entreprises aujourd'hui ont tous d'autres intérêts que de se bloquer des finances dans de l'immobilier non productif. Voilà. Après, je veux... Bref, un beau bâtiment sur une belle commune. Alors, je suis sincèrement désolé, j'ai oublié de préciser, nous sommes sur la mode Cervelex. Voilà, juste pour mémoire, en fait, la zone de Technolac est située sur 2 communes, le Bourget-du-Lac et la mode Cervelex, avec par contre un engagement commun des 2 collectivités et de Chambéry-Grand Lac Économie et de la SAS, pour pouvoir développer en fait des projets immobiliers, mais vraiment en partenariat avec les entreprises et les besoins du territoire. Ça va dans l'autre sens, pardon. Ensuite, je vais vous présenter une opération qui est en cours de développement. Là, on va parler d'une base en fait sur le parc d'activité des sources, qui est situé à Grésy-sur-Aix, le long d'autoroute. Donc là, aujourd'hui, on est sur un parc d'activité neuf où il n'y a encore aucune construction de réalisée. Et toujours en partenariat avec la collectivité, là, on a réfléchi en fait à avoir un bâtiment qui soit le plus mutable possible au fur et à mesure des évolutions sociétales. On s'est tous rendu compte ces dernières années que notre état d'esprit a évolué sur les modes de déplacement, mais également sur le fonctionnement d'une entreprise. Et on se rend bien compte, même si aujourd'hui ce n'est pas la bonne journée pour en parler, que l'usage de la voiture est devenu un vrai problème, que ce soit financier, mais également en termes de circulation, de perte de temps et environnementale, pour pouvoir accompagner les gens sur une évolution des mentalités. À titre d'exemple, nous, on a une flotte de véhicules électriques vélos qui a été mis à disposition à nos salariés ces dernières années. On est passé de 30 à 200 vélos en moins de 5 ans, ce qui fait en fait qu'on a besoin de beaucoup moins de véhicules et donc de places de stationnement sur nos projets. Et dans ce cadre-là, en fait, comme on est sur une zone d'activité neuve où il n'y a encore rien de créé, avec la collectivité, on a décidé de développer en fait un bâtiment mutable qui va avoir en fait en donnée d'entrée une bonne quote-part de stationnement, parce qu'aujourd'hui, dans nos usages actuels, on a malgré tout encore une vraie mentalité liée à la voiture. On aime ça, mais on espère tous que ça va évoluer dans le temps. Et à l'inverse, se dire, on prévoit aujourd'hui des stationnements qui sont nécessaires en l'état actuel des choses. Par contre, on prévoit surtout un bâtiment qui est modulable, où les niveaux de stationnement, demain, vont pouvoir être transformés en locaux qui vont pouvoir exploiter soit par des ateliers, soit par des bureaux. Donc déjà, on a défini tous ensemble en fait, la programmation de base qui est nécessaire. Donc pour pouvoir créer une impulsion, on a des stationnements, des ateliers, des bureaux sur l'ensemble du projet. Et ensuite, on a conçu le bâtiment avec des rampes extérieures qui seront démontables à terme pour pouvoir, au fur et à mesure de l'évolution de nos mentalités et de nos besoins, se libérer en fait de cette masse de stationnement pour pouvoir retransformer le bâti sans avoir besoin d'une grosse réhabilitation, parce qu'en fait, on va prévoir toutes les gaines, toutes les hauteurs sous dalle et tous les dimensionnements techniques
pour transformer 80% du bâti de la partie parking, en partie bureau à terme, suivant l'usage. Et on est en train d'échanger avec les acteurs de la zone future du parc d'activité des sources pour qu'ils puissent eux aussi profiter en fait de ce parc de stationnement pour ne pas créer des parkings de surface ou silos qui vont avoir un coût pour eux et qui seront peut-être pas nécessaires dans les années à venir également, mais prendre des engagements à moyen terme en locatif dans ce bâtiment sur les places de parking. Comme ça, eux s'engagent sur des durées plus courtes. Aujourd'hui, on imagine plutôt entre 10 et 15 ans avec des contrats de location longue. Et dans 15 ans, on se reposera la question de savoir est-ce qu'on a encore besoin de ce parking? Est-ce qu'on n'en a plus besoin? On peut nous arrêter du coup à même date l'ensemble des contrats de location et derrière se dire maintenant on transforme ou non, il y a encore un besoin et ça se fera dans 30 ans, même si je sais que moi je serai à la retraite. Voilà. Donc, oui, merci beaucoup parce que cet exemple met en perspective une chose très intéressante, c'est qu'il s'agit d'un mix de solutions pour l'avenir et en effet aussi bien réinvestir les solutions plus ambitieuses et celle que vous défendez là est très ambitieuse pour le futur, de voir des opérations neuves se saisir des enjeux de réversibilité, d'évolutivité et de répondre de manière différente aux besoins qui étaient couverts par des formes un peu horizontales précédemment. C'est aussi important en effet de rappeler qu'aujourd'hui, c'est toute une coordination des acteurs qui est nécessaire de mettre en place pour engager les projets du futur. Le territoire Chambéry Grand Lac Économie, à travers ce livre blanc, qui, je le rappelle, est un document qui sera disponible à la fin de l'année et d'ores et déjà en précommande, en pré-réservation sur le stand, est un document qui vise à rassembler autour du même objectif les différents acteurs de la fabrique de la ville et les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de réinvestir l'existant, la valeur du patrimoine construit prend et rehaussé dans les modèles de développement du futur, avec les entreprises qui ont un rôle à jouer pour mettre à disposition le bâtiment qu'elles peuvent posséder d'ores et déjà, se positionner en tant qu'investisseurs potentiellement ou en tant qu'usagers dans des modèles différents. Donc c'est vrai que ce mix de solutions, il est d'une importance capitale parce que ça appelle à l'inventivité et à mettre en marche tout le monde derrière cet objectif commun qui est de revaloriser l'immobilier productif en tant qu'une ressource clé du territoire économique, puisque c'est la ressource pour favoriser l'accueil de nouveaux emplois, qui est une ambition digne des territoires les plus responsables, aussi bien que de travailler sur une inventivité qui va accompagner l'innovation portée par les entreprises et la dynamique portée par les entreprises. Donc c'est peut-être ce mot de conclusion que l'on peut amener, c'est que le livre blanc, il cherche à véritablement illustrer ces nouvelles stratégies de projet qu'il faut revaloriser et qu'il faut investir, avec lesquelles les entrepreneurs, les professionnels de l'immobilier doivent très certainement faire pour le futur, quoi. Et le territoire Chambéry Grand Lac Économie sera un moteur dans cette ambition forte, de se tourner dans les solutions d'avenir. Alors, on peut, pour vous inviter, pour prolonger la discussion, à nous rejoindre dans la salle Agir Hall D à partir de 10h pour venir répondre aux questions, puisque là, on doit libérer la salle. Et donc, on vous invite à venir nous rejoindre salle Agir Hall D pour venir prendre tous les renseignements nécessaires, utiles sur cette démarche et sur les éventuels projets ou questions que vous pourriez avoir envie de partager. Merci à tous, merci beaucoup et à bientôt.